Comme ça. Bonjour à tous. Yeah. Do you want to dance? Vous avez promis des surprises à America. OK. Carla, no, sit here. No, no, please, please. Go ahead. Je resterai debout puisque les chaises sont comptées, ce qui n'est pas le cas, heureusement, merci beaucoup, de la présence des écrivains. Alors, d'abord, je suis ravi de vous voir ici et de faire ce que certains d'entre vous m'avaient demandé, à savoir une grande librairie à New York. Comme on n'a pas les moyens sur le service public d'aller à New York faire la grande librairie, on a demandé à 3 écrivains new-yorkais de venir faire une petite causerie, comme on dit à Paris, sur la littérature et la ville. Vous avez évidemment reconnu celui qui s'est imposé depuis quelques années comme l'un des chantres de New York, c'est Colum McCann, qui est ici. Vous pouvez l'applaudir, hein, on applaudit bien des chanteuses qui n'ont pas de voix. Alors, Colum McCann, je le présenterai rapidement, mais avec vous, je pense que ce n'est pas du tout la peine, parce que vous avez lu les livres de nos invités. Je ne sais pas s'il est irlandais, mais il vit à New York, et National Book Award maintenant 2004 10 ans 2009. Et puis novelliste, mais aussi romancier, et évidemment 2 livres, dont un, moi, que je tiens pour un chef-d'œuvre absolu sur New York, Les Saisons de la Nuit. Juste à côté, Garth Lewis-Kalberg, bonsoir, bonjour, qui a accepté de nous rejoindre. Alors, il va nous en dire davantage, parce qu'on a découvert Garth au début de l'année chez Plon, grâce à son roman, qui est un roman fleuve, New York, années 70, avec un défi à la construction aussi, dans ce livre. J'aimerais qu'on en parle tout à l'heure avec vous, Garth, si vous voulez bien. Et puis Christopher Bolen, qui est ici. Et Christopher Bolen, c'est Manhattan People, paru aussi en début d'année aux éditions Kalman Levy. Alors 3 New-Yorkais, le but, l'idée de Francis Geffard était de confronter des visions de New York, et c'est vrai que peut-être que pour nous, Français, il y a une particularité que vous avez oubliée, messieurs, mais vous allez me dire si c'est le cas, c'est qu'on a l'impression en France que nous connaissons New York avant même d'avoir mis les pieds sur le macadam. On le connaît notamment grâce aux écrivains. Alors il y a les films, bien sûr, mais il y a les écrivains. Il y a les écrivains français qui ont écrit sur New York, il y a Kessel, il y a évidemment Romain Gary, qui ont sorti des pages absolument magnifiques. Et puis il y a le New York pour nous de Dos Passos. Il y a le New York même de ceux qui détestaient New York, comme Ernest Hemingway. Je crois qu'il ne supportait pas d'y mettre les pieds. Et puis le New York récent, je pense à celui de Jay McInerney, de Douglas Kennedy, et d'autres et d'autres. Et puis bien sûr, chacun d'entre vous, vous apportez, je trouve, une voix assez nouvelle, un peu particulière, et de temps en temps, vous aimez bien égratigner aussi un peu la grosse pomme. On va l'entendre d'ailleurs grâce à nos amis des livreurs qui sont ici et qui tous les 3 vont s'emparer de vos textes, parce que c'est bien de parler, mais c'est mieux de lire. Et c'est encore mieux quand on peut écouter. Donc je vous demanderai tous les 3 dans quelques instants. On va peut-être commencer par un petit tour de table et puis ensuite nous donner à entendre la voix de ces écrivains. D'accord ? Avez-vous le sentiment... D'abord, je crois qu'aucun de vous 3 n'est né à New York. Est-ce qu'il y a des New-Yorkais réellement? Ça veut dire quoi un vrai New-Yorkais? Peut-être vous, Christopher Bolen, parce que le début de votre roman, Manhattan People, c'est ça, c'est aussi l'histoire d'un New-Yorkais qui choisit New York et qui est choisi par la ville, mais enfin, qui ne la connaissait pas. Yeah, maybe if those who have read my book might be surprised to find out that I do love New York. I just want to put that out there to begin with. I moved to New York in 1996 for college and stayed ever since. It was an interesting moment because it was right when Giuliani was really starting to crack down on certain segments of the city, the sort of bohemian segments of the city, really sort of annihilating neighborhoods. But I'm always interested in New York because I think it's a city of immigrants, even if you came from Ohio, like I did. I mean, I think there's a real idea of people in the Midwest and South
sort of dropped in the ocean of America and swimming desperately toward the island of Manhattan for survival. Certain kind of person anyway. So for me, the book itself was all filled with immigrants, whether they came from Greece or India or Florida or Ohio. Yeah, and I think that's just a true nature of New York itself. Vous faut-il une traduction? Alors, tout d'abord, j'aimerais dire à ceux d'entre vous qui ont lu mon livre que j'aime New York. J'aime vraiment New York, même si ça peut vous paraître bizarre. En fait, je suis arrivée à New York en 1986 pour entrer à l'université. Et c'est au moment où Giuliani a commencé à avoir beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes politiques. Et dans mon quartier, la situation était difficile. New York, pour moi, c'est avant tout une ville d'immigrants. Et d'immigrants, ça s'applique aussi bien à quelqu'un qui viendrait d'Inde, de Grèce, que de l'Ohio ou du sud des États-Unis. D'ailleurs, j'ai toujours à l'esprit cette image de plein de petites personnes qui vivent dans le Midwest, dans le sud, à l'ouest, et qui nagent désespérément pour rejoindre le paradis, l'île de Manhattan, pour y survivre. Donc c'est l'image que j'ai de New York, d'où que l'on vienne. La vraie nature de New York, c'est une ville d'immigrants. Je voudrais qu'on commence tout de suite par écouter ce que devient New York sous la plume de Christopher Bollen. Une lecture peut-être donc de ce livre Manhattan People. Jean-Paul, c'est vous qui commencez. Joseph Guiteau épousait une charmeuse de serpent grecque. Elle ne débarquait pas tout droit du pays, loin de là, à peine si l'on décelait une pointe d'accent dans ses voyelles. Elle avait un faible pour le rock US des années 70, 2 cartes de crédit dans son portefeuille et une carte de bibliothèque pour anciens étudiants de Columbia. Elle n'avait jamais son permis de travail américain sur elle, mais devait être en mesure de le présenter chaque fois que c'était nécessaire, ce qui n'était jamais le cas. Le zoo du Bronx, le plus grand parc animalier au monde dans la ville la plus sauvage au monde, veillait à ce que ces tigres du Bengale, ces gorilles adultes du Congo et ces chouettes des neiges soient toujours en règle, au moins vis-à-vis des services de l'immigration, en tenant scrupuleusement à jour les dossiers administratifs de ses employés. Delphine Koussavos, nettoyeuse de fosses à anaconda, soigneuse de vipères cuivrées irascibles et spécialiste du crotale diamantin de l'Ouest, aimait Joseph Guiteau. Elle éprouvait de vrais sentiments pour lui. Petite fille, sur l'île miniature d'Amorgos, elle n'aurait jamais imaginé s'unir à l'âge de 32 ans à la star des publicités pour mousse à raser dans l'hôtel de ville d'un pays étranger. Mais Delphine prenait les choses comme elles venaient. Elle vivait avec Joseph dans leur appartement de Gramercy depuis 5 mois. Elle s'occupait de créatures bien plus dangereuses que les acteurs. Elle lui dit oui le 14 juin 2007 au matin. Joseph était si nerveux qu'il ne réussit même pas à lui passer l'alliance. Plusieurs secondes de silence s'égrenèrent dans la chapelle nuptiale numéro 2, tandis qu'il se dandinait d'un pied sur l'autre et que la bague demeurait obstinément bloquée au milieu de l'annulaire de Delphine. La magistrate portoricaine aux cheveux argentés, qui avait dû voir défiler devant elle toutes les combinaisons inimaginables d'hommes et de femmes venus se jurer un amour éternel, déglutit et ferma les yeux. Ça ne... balbutia Joseph en jetant un coup d'œil à Delphine. La sueur qui perlait à son front avait des reflets verdâtres sous les néons tintinabulants du plafond. Delphine réprima un petit rire et concentra son regard sur l'emblème de la ville de New York, peint au mur derrière lui. Un pèlerin et un Indien se tenaient côte à côte, au milieu d'une couronne d'épis de blé, leurs regards inexpressifs rivés droit devant eux. On aurait dit un couple d'immigrés solitaires venus tenter eux aussi la grande aventure du mariage. Son doigt commençait à enfler. « Laisse-moi faire, dit-elle. » Avant que Joseph ait eu le temps de réagir, elle lui prit l'anneau et l'enfila elle-même. La juge agrippa les bords de son pupitre et, avec un accent espagnol à couper au couteau, les déclara mari et femme. « Tu n'aurais pas dû faire ça, » dit Joseph quelques instants plus tard, alors qu'il franchissait les portiques de sécurité pour se replonger dans la cohue du sud de Manhattan, ces trottoirs grouillants de coursiers à vélo et de secrétaires en plein rush du midi. « Faire quoi ?» répliqua Delphine. « T'épouser ? Je veux parler de l'alliance. T'aurais pas dû te la passer toi-même. » Manhattan People, extrait. Manhattan People,
paru donc chez Calman Levy et traduit en français par Nathalie Perroni. C'est important de donner le nom des traducteurs parce qu'après tout, on est quand même, je crois, assez nombreux à apprendre la langue des écrivains dans la langue de ceux qui les traduisent. Garth Riskalberg, même question. Est-ce que vous vous sentez complètement new-yorkais? Je crois que vous êtes né en Louisiane, vous. Vous avez écrit un roman qui, City on Fire, quand on le lit, donne le sentiment que vous êtes le plus new-yorkais de tous les écrivains d'aujourd'hui, mais vous êtes également un émigrant, non? Même si c'est la Louisiane. What year did you come to New York, Colin? 1982 originally. Okay, Before you were born. old school. No, not before I was born, but I first came in '96, just like Chris did, and that really was a very strange moment. I remember the first thing that you would see when you got off the bus was, and you lived in Hell's Kitchen for a while, right? Yeah. You get off at the Port Authority, and you would see Peepland and Peeporama right across the street. But in '96, I owned those places. yeah, I was wondering how you made your first fortune. But away down the 42nd Street in '96, you would see like the glowing sign for Disney's The Lion King. And those two things were in tension with each other. Donc tu es arrivé en 1982, oui, avant que tu sois né. Non, je suis né avant 1980, mais je suis arrivé à New York en 1996, donc comme toi, je crois. En 1986, merci, comme toi, Chris, et c'était un moment assez étrange, car la première chose que l'on pouvait voir lorsque l'on descendait du bus, lorsqu'on arrivait à l'autorité portuaire, c'était un certain nombre de bâtiments. Et tout cela était en contraste assez étonnant avec l'éclat des néons des publicités pour les comédies musicales comme Le Roi Lion. And this tension, which the city seemed to be wearing sort of right on its surface, right on its skin, was tremendously exciting to me because where I came from was a place where, you know, all of the tensions, all of the sex, all of the, you know, internecine conflicts between people of different ethnicities, people of different races, people of different sexualities, were all kind of suppressed and hidden away because I'm from the South. And so I think part of my feeling, which is similar to Chris's, similar to, you know, Lucien Chardin in Lost Illusions or Frédéric Moreau in Senate Education, of longing to get to the city, was longing to be in a place where the tensions could be expressed and could be on the surface, and where people could live in proximity to each other without, it's a funny kind of tolerance. It's not the, like, let's all hold hands and sing tolerance. It's the, I want to kill you, but I'm not going to kind of tolerance. And that was the first place where I felt at home. And I think for many who come to the city from afar, what E.B. White, in his wonderful essay, Here's New York, I'm being really cruel to my translator, Here's New York, calls The Seekers, I think they respond to that same feeling. En fait, ce qui est intéressant dans la ville de New York, c'est que la tension est toujours à la surface. Et ça, c'était quelque chose de très grisant pour moi lorsque je suis arrivé à New York, car je venais d'un endroit où toutes les tensions, que ce soit des tensions entre les différents groupes ethniques, entre les différentes sexualités, toutes ces tensions étaient dissimulées, elles étaient étouffées, puisque je viens du sud des États-Unis. Et je pense que tout comme Chris, ou tout comme Chardon dans L'Illusion perdue, ce à quoi j'aspirais, c'était que ces tensions ne soient pas étouffées, mais qu'elles soient au contraire exprimées, qu'elles restent à la surface. À New York, les gens vivent en proximité. Et il y a en fait une certaine tolérance. Cela ne signifie pas que les gens se baladent main dans la main, en totale harmonie toute la journée. Cela signifie plutôt que les gens se disent « Bon, c'est vrai que j'aimerais bien te tuer, mais je ne vais pas le faire ». Et je pense que c'est la première fois que je me suis vraiment senti chez moi lorsque je suis arrivé à New York. Et je pense que c'est ce que ressentent, ce que représente New York pour la plupart des personnes qui viennent de très loin comme moi. Garth, you speak beautiful French.
Garth, vous parlez un français magnifique. Est-ce qu'on n'écouterait pas un petit peu justement de ce New York? Tout à l'heure, Garth a cité E.B. White, Here is New York, un air de New York en français. Un air de New York revisité par Garth Lewis Kalberg, City on Fire, ça donne ceci. À New York, on peut tous faire livrer. Enfin, du moins, je me fie à ce principe. C'est le milieu de l'été, le milieu de la vie. J'occupe un appartement déserté sur la 16e rue Ouest, guettant le ronronnement placide du frigo dans la pièce d'à côté. Et même s'il ne contient qu'une demi-plaquette de beurre datant du Mésozoïque et abandonnée par mes hôtes le jour de leur départ pour la côte, je peux, dans les 40 minutes, manger plus ou moins tout ce qui me fait envie. Quand j'étais jeune, je devrais dire plus jeune, je pouvais même commander de la drogue. Ces cartes de visite avec le tampon d'un numéro précédé de l'indicatif 212 et un seul mot, livraison. Ou bien, le plus souvent, un truc débile du genre massage thérapeutique. Comment croire que j'ai pu oublier ça? Cela dit, ce n'est plus la même ville maintenant. Ou bien les gens sont en quête d'autre chose. Sur Union Square, les buissons qui abritaient les transactions de la main à la main n'existent plus, ni les cabines téléphoniques d'où on appelait son dealer. Hier après-midi, quand j'y suis allé pour me changer les idées, un spectacle de danse moderne au tempo lent faisait tabac sous les arbres revitalisés. Des familles, tranquillement assises sur des couvertures, baignaient dans une lumière lit de vin. On voit ces trucs-là partout aujourd'hui. L'art de rue se distingue difficilement de la vie de rue. Ces voitures à poids sur Canal Street, ces kiosques à journaux enrubannés tels des paquets cadeaux. Comme si les rêves se résumaient à des articles référencés dans un catalogue d'expériences disponibles. Curieusement, cependant, la possibilité de satisfaire son moindre désir, la profusion qu'offre à profusion la ville aujourd'hui, tend à vous rappeler que ce dont vous avez réellement faim, c'est précisément ce que vous ne trouverez jamais là-bas. En ce qui me concerne, ce dont j'ai faim depuis mon arrivée il y a 6 mois, c'est de ressentir les choses dans ma tête d'une certaine façon. Sur le moment, je n'aurais pas été capable de verbaliser cette sensation, mais maintenant je pense pouvoir dire qu'il s'agit peut-être de croire que tout, à tout instant, peut encore changer. Sur le bâtiment d'en face, la brique blanche s'écaille et le soir, je sors regarder la lumière grimpante s'adoucir à mesure que le soleil descend une fois encore dans un ciel sans pluie. Je laisse mon téléphone vibrer dans ma poche et je regarde les ombres des branches tendre vers un bleu lointain, traversé par un avion dont la traînée grossit et se disperse. Dans les avenues, les sirènes et les bruits de circulation et les clameurs des radios sont comme les souvenirs des sirènes et des bruits de circulation et des clameurs de radio. Derrière les fenêtres des autres appartements, les télévisions s'allument, mais nul ne prend la peine de baisser les stores. Et là encore, je recommence à sentir que les lignes entre lesquelles ma vie s'est trouvée enfermée, entre le passé et le présent, le dehors et le dedans, s'effacent, que je pourrais moi-même être délivré. Merci beaucoup. Extrait donc de City on Fire, traduit par Elisabeth Pellart. Et on va revenir tout à l'heure sur votre New York à chacun. Colum, McCann. Alors, on connaît un petit peu. C'était le premier roman de Christopher Bollen qui est publié en France. C'est le premier roman de Garth Lewis Kalberg qui est publié en France. Bon, toi, tu en es maintenant à 9 romans, 9 livres. Et puis, il y a les recueils de nouvelles. 6 romans, 3 recueils de nouvelles.
même chose, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ta découverte de New York, parce que là c'est un peu différent. Toi tu as commencé par venir en touriste, tu es parti faire le tour du monde si ma mémoire est bonne, et puis tu es revenu t'y installer, au lieu de choisir de revenir chez toi à Dublin. C'est où chez toi d'ailleurs? Dublin? Manhattan? When I'm in New York and I'm going home, I'm going back to Dublin. When I'm in Dublin and I'm going home, I'm going back to New York. I'm a man of two countries, with my hand in the pocket of each, I suppose. Quand je suis à New York et que je dis que je rentre chez moi, ça veut dire que je vais à Dublin. Quand je suis à Dublin et que je dis que je rentre chez moi, ça veut dire que je rentre à New York. J'ai deux pays et quelque part, j'ai une main dans la poche de chacun de ces pays. And the thing is, I love what the guys have to say, and I think all three of us believe, in a way, that to love a city, you're going to have to hate it first. And certainly, as a writer, you're going to have to get in under the skin and get down into some of the darker parts of the city. But I first went there when I was 17 years old, 1982, and I was completely flabbergasted because I'd grown up in Ireland, and I came over and I ended up working in the Time Life building. But I remember one of my first days in New York, actually lying down on the street in 6th Avenue, Avenue of the Americas, and looking up, because I'd never seen anything quite like this before. But I ended up living in an apartment in Brighton Beach, which was populated almost entirely by cockroaches. And I remember going in on the D train every single day to work and thinking, what a vile, horrible, beautiful place this is. And I only stayed for 3 months. And I didn't come back actually then, really come back until the 1990s, the early 1990s. Same sort of time, all three of us, in fact. But at that stage, you know, I was writing, but I was still very poor. And I remember one day going down to Chumley's Tavern and not having the money in my pocket to walk back to the apartment where I was living with my wife at that stage. And thinking, I want to get out of this town. I hate this feckin' place. And I want to get back to the wilderness because I've been living in the wilderness for a long time. And then there was this big rainstorm. And as I walked through the rainstorm, I realized this is the ultimate wilderness. Nobody cares about me. There are wild animals around every single corner. And I sort of embraced it at that stage, and I learned how to love the city. But originally, for long periods of time, I hated it too. Désolé. How old were you when you got there? 17. 17. And your job was? Sandwich maker. Ok. J'ai apprécié ce que tous les autres ont dit. Je pense que pour nous trois, c'est un peu la même chose. On pense qu'en fait, pour aimer une ville, il faut commencer par la détester. Il faut commencer par aller explorer ses aspects les plus sombres. Il faut vraiment, en tant qu'écrivain en particulier, se la mettre dans la peau et s'aventurer pour découvrir tous ces aspects. Moi, la première fois où je suis venue à New York, c'était en 82, j'avais donc 17 ans et j'étais un artiste des sandwichs. Je venais pour travailler. J'avais grandi en Irlande, donc c'était incroyable pour moi. C'était vraiment une découverte complètement différente. Parmi mes premiers souvenirs, je me souviens m'être allongée sur la 6e avenue pour regarder en l'air et m'émerveiller de ce que je voyais. Je vivais à Brighton Beach, dans un petit appartement qui était peuplé quasi exclusivement de cafards. Et je prenais tous les jours le train D pour aller travailler. Et je me disais, mais cet endroit est complètement incroyable, il est fou, et il est aussi extrêmement sauvage. Je ne suis restée que 3 mois à ce moment-là, et puis finalement je suis revenue dans les années 90, donc à peu près à la même période où mes 2 camarades se sont installés aussi à New York. À ce moment-là, j'étais déjà écrivain, mais j'étais très pauvre. J'avais souvent pas forcément de quoi prendre le métro pour rentrer chez moi, dans l'appartement que je partageais avec ma femme. Et je me souviens d'une fois en particulier où justement j'avais pas l'argent pour prendre le ticket, et je me suis dit, bon ça y est, j'en peux plus de cette ville, je veux partir. Je veux retourner dans les grands espaces. J'avais vécu dans les grands espaces et j'avais apprécié ça. Et là, il y a eu un énorme orage. Et je me suis dit, mais en fait, les grands espaces et la nature sauvage, c'est ici. Ici, tout le monde aussi se fout complètement que j'existe. Il y a des animaux partout, il peut arriver n'importe quoi. Et c'est là où j'ai décidé d'embrasser et d'apprécier le fait de vivre dans cette ville. Et je pense qu'on partage ça avec les 2 autres auteurs ici présents. Pour aimer une ville, on a besoin aussi de passer par des moments où on la hait d'abord. Alors,
Je voudrais qu'on écoute un tout petit peu la voix de Colombe. Laetitia, c'est ça? Qu'est-ce qu'on lit? Un extrait du dernier? Parce qu'on a le choix, 9 livres. 13 façons de voir. Partout la misère, la détresse. Rien d'autre. Autant dire les choses, hein. Pourquoi ne pas décréter que le monde est un asile de fous et le laisser tel quel, tout simplement? Ce n'est pas vrai, Sally? Des histoires, il y en a sûrement aussi là d'où tu viens, je parie. Sally! Elle est en train de passer l'aspirateur dans la chambre et elle chante à tue-tête, sa jolie tête. Il y a une éternité de ça, ma mère chantait pour moi en faisant le ménage, bien bien loin d'ici. À la cuisine où nous avions une grosse cuisinière rouge et bombée, avec un énorme tuyau de poêle, peint en bleu sans que je sache pourquoi. Je la revois essuyer ses mains pleines de farine sur son tablier. Vieux champ lituanien aux montagnes fleuries, canaux gelés, ferry-boats, berges et fleuves. Vilnius, Vilno, Vilna, Vilno, la complexe géographie de ce monde. Des années plus tard, sa mère lui avait rapporté de nombreux détails sur sa ville natale, les lames de couteau qui servaient à confectionner des patins à glace, la lune qui se reflétait sur les rivières, le petit blouson rouge qu'il portait toujours, les gants qu'elle avait cousus aux manches et retenus par des élastiques, et qui rebondissaient au bout de ses bras quand il traversait cale nue par casse en courant. Un chien l'avait un jour pris en chasse, attiré par leur balancement. Chien noir partout. Il en avait fait des cauchemars. Puis, le jour lui-même avait établi le noir. Ils avaient quitté la ville juste à temps. Sa mère avait senti le vent. Combien de guerres y avait-il déjà eu? Pauvre Vilnius, Vilno, Vilna, Vilno, sans cesse renommés. Combien de fois envahis, occupés? Grande ville digne, briques jaunes et hautes corniches, partout transpercées par les balles. Son père, médecin réputé, avait vendu la maison de la rue Vauquier-Dessus, rassemblé ses économies, enfourné la famille dans un train pour Paris. On pouvait encore franchir les frontières sans encombre. Ils avaient tout l'argent qu'il faut pour voir venir. Pas de bijoux cachés, pas de bénédiction du rabbin, pas de prière furtive, ni d'imprécation, pas de journal du ghetto, pas de bébé jeté par les fenêtres. Sa mère avait pratiquement laissé toutes les traditions sur place. Peu lui importait d'être lituanienne ou polonaise ou russe ou quoi que ce soit d'ailleurs, juive y compris. Son père, lui aussi farouchement athée, n'éprouvait aucun intérêt pour les cérémonies, bien qu'il lut parfois la Torah, même qu'il récita des vers du Kaddish, base excellente selon lui, pour de vraies réflexions. Quand cet endroit saint et dans tout autre soit instaurée une paix abondante, ou quelque chose dans le genre. Une paix abondante. Ça ne serait tout de même pas rien, n'est-ce pas? Mais les chances sont de deux ordres, comme on dit, minces ou nulles. Extrait de 13 façons de voir de Colum McCann, traduit par Jean-Luc Piningre, comme d'ailleurs tous tes livres. Alors, vous nous avez expliqué tous les trois comment vous étiez arrivés à New York, quel était ce rapport de fascination et parfois de détestation que vous entreteniez avec la ville. Mais maintenant, ce qui nous intéresserait, je crois, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, en plus d'y vivre, vous faites de New York à la fois la toile de fond de vos romans et, pour vous trois, un personnage du roman. C'est particulièrement vrai avec vous, hein, Garth. C'est l'histoire de New York à un moment qui est capital, les années 70, le crash de la ville, sa résurrection. Pourquoi est-ce que c'est un si bon personnage de roman, New York, Garth, pour un premier roman? Damned if I know. When I listen to Colum or Chris talking about their relationship with the city, I notice that the terms and the language that they use are very much the same terms and language you use for another human being. And when I think about
what is lovable and hateable about the city and how those two can be contained in the same place. I think I lived in that apartment in Brighton Beach. I think 3 or 4 tenants down the list. You know, it seems unutterably complex, and yet, you know, what could be more complicated than that? And the answer is another human being. So there's this temptation for me, at least, to see the city as almost a kind of microcosm of the chaos and tension and possibilities that exist within each person. Chris? Je ne sais pas, à vrai dire. Mais c'est vrai qu'en écoutant mes collègues, je me rends compte que lorsqu'ils parlent de la relation qu'ils entretiennent avec la ville de New York, ils utilisent des termes, un certain langage que l'on utilise également lorsque l'on parle de quelqu'un, d'un être humain. Et donc, c'est vrai qu'à New York, il y a des choses que l'on peut aimer passionnément, que l'on peut détester, et ce, au même endroit. Je pense que j'ai d'ailleurs moi aussi vécu dans ce même appartement à Lighton Beach dont tu parlais tout à l'heure, ou à quelques blocs en tout cas. C'est une relation extrêmement complexe, tout comme l'est la relation qu'on peut avoir, tout comme un être humain peut être extrêmement complexe. Je pense que cette ville, d'une certaine manière, c'est un microcosme qui est rempli de chaos, de tensions, de possibilités, tout comme n'importe quel autre être humain. Christopher? For me, I feel like I wrote about New York, one, because because of that relationship, it is such a personal relationship with a city. I don't think people where I'm from in Cincinnati wake up every day and think, I'm in Cincinnati. What does that mean? But people do this in New York, you know. However, I was working at the same time I was writing. I was working in magazines, cultural magazines. One of them I still work at, Interview. It was started by Andy Warhol. And so, and a lot of the reasons I came to New York were those dreams that were perpetuated by Warhol and subsequent, and punk music and everything else, and was sort of feeding me to go to New York where you could reinvent yourself. But I was seeing the New York I wanted to write about was the New York I was in, and I think I started the book in 2008. And it was a New York that seemed to be sort of believing those dreams still existed, or those myths of New York still existed, when in fact what I was seeing was that they didn't at all exist anymore, that it was all sort of an illusion, and it was sort of like false advertising. Because it was a very different city than it was in the 20th century. I mean, I think we were talking about that, what you were talking about, seeing those signs. One of those signs disappeared, and the other one got brighter, right? I mean, it's not a new thing to dislike the New York you live in. There's a line from Age of Innocence where, you know, it's some rich woman who believes that New York has gotten really bad in the last 10 years, and that was in 1900. So it's a long tradition of sort of the hating the city. But for me, I really wanted to sort of like expose the myths and see that people could get trapped in these dreams and then not get out, almost like New York is a trap. It's a sadomasochistic relationship. Completely, yes. Alors moi, j'ai écrit sur New York à cause de ceux dont vous avez parlé, à savoir la relation très personnelle qu'on crée avec cet endroit. Parce que je ne pense pas que quelqu'un qui habite à Cincinnati se réveille tous les matins en se disant « Je vis à Cincinnati, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Quelle est ma relation avec Cincinnati ?» Non, ça c'est quelque chose qu'on a avec New York. Je suis arrivée à New York pour travailler dans un magazine culturel. J'y travaille toujours. Je travaille pour Interview, le magazine culturel créé par Warhol, et qui, à l'époque, était venu pour faire vivre ses rêves, la musique punk, le New York qui se réinventait, la culture beat. Et au moment où j'ai commencé à écrire le livre en 2008, je voyais bien qu'il y avait une espèce de fossé entre le rêve auquel croyaient encore la plupart des gens et ce que moi je voyais derrière la façade, à savoir l'illusion qui s'effaçait, la publicité mensongère. Et ces signes dont vous parliez tout à l'heure, les signes devenaient de moins en moins brillants. Donc c'est un petit peu comme un mythe qui n'explose pas en un instant, mais qui graduellement se dissipe, sauf que quand on est à l'intérieur, on ne le voit pas. Et j'ai peut-être essayé, moi, de le faire imploser de l'intérieur. Le mythe new-yorkais, Colombe, ça aussi tu t'y es beaucoup attaché et attaqué aussi. Toi, tu choisis souvent des moments de l'histoire de New York qui sont des moments de crise, où on construit quelque chose de neuf. Par exemple, je me souviens évidemment des saisons de la nuit, la construction du métro au tout début du XXe siècle sous l'East River,
Et d'ailleurs, c'est des scènes tellement marquantes que moi j'étais à New York il y a 15 jours, je dois te dire qu'en prenant le L train pour aller à Brooklyn, j'ai adressé sous l'East River un salut fraternel aux personnages de romans que tu as créés et qui sont morts en construisant la ligne que nous empruntons aujourd'hui tous pour faire Manhattan-Brooklyn. Donc première période que tu choisis, New York en construction, Manhattan en construction, les gratte-ciel d'un côté, le métro souterrain de l'autre, et puis tu y reviens 10 ans plus tard avec la suite du diptyque et que le vaste monde poursuive sa course folle. Quelques années après le 11 septembre, tu écris sur une autre période de crise, 74, on crée 2 tours, les Twin Towers, et il y a un fou furieux français qui décide de tendre un fil entre les deux et de mettre un peu de beauté dans le chaos. Pour quelle raison as-tu choisi à chaque fois ces moments de résurrection plus que de crise? I think those time periods chose me in a way. The first one was when I first went to New York. I went to a party at Grand Street magazine. It was a really wonderful magazine. And there was a sociologist there. His name was Terry Williams. And he was chatting away. He was telling me stories. And he was going on and on. And then he said, and the homeless people who live in the subway tunnels. And I'd been in New York about 3 months at that stage. I said, what do you mean, the homeless people who live in the subway tunnel? He said, yeah, there's about 5,000 people living homeless in the tunnels. And I was completely taken by this notion. So I went down literally the next day to Riverside Park and hung out outside the tunnels. It was the only time in my life that smoking was good for me. Because I'd stand outside the tunnels and have a cigarette, and then the homeless people would come up to me and ask me for a cigarette. And then I could make an exchange. I could look them in the eye and give them fire. There's something Promethean about that. And make a decision as to whether or not I could trust them at that particular moment. And then they took me down into the tunnels. And so we went into the darkness. And I did this for about 2 years. And I realize now that part of what I was doing was disappearing. I like very much what Christopher has to say about the reinvention, that people go to reinvent themselves in New York. But also, you sometimes go to New York to disappear. Je crois qu'en fait, ces 2 périodes m'ont choisi. La première fois que j'étais à New York, je me souviens d'une fête pour un magazine, le magazine de Grand Street, qui était un super magazine, où j'ai rencontré un sociologue qui s'appelait Terry Williams, qui m'a raconté l'histoire, qui me racontait toutes sortes d'histoires sur la ville et qui m'a parlé des SDF qui vivaient dans les tunnels du métro. Et j'ai trouvé ça complètement incroyable. Ça faisait 2 mois que j'étais dans cette ville et il m'a dit oui, il y a 5000 personnes qui vivent, 5000 SDF qui vivent dans les tunnels du métro à New York. Et ça m'a complètement fascinée. Et plus tard, je suis allée à Riverside Park, à l'entrée du tunnel. Et c'est la seule fois de ma vie probablement où le fait de fumer m'a été bénéfique, puisque en allumant une cigarette, j'ai pu échanger avec les SDF qui étaient là, donner du feu, allumer la cigarette. C'est quelque chose de très prométhéen là, dans ce geste et qui permettait cet échange de se regarder dans les yeux et de prendre la décision à ce moment-là de se faire confiance ou pas. Et j'ai décidé de les suivre quand ils m'ont proposé de m'emmener dans le noir, de m'emmener dans le tunnel. Et j'y suis allée de nombreuses fois pendant 2 ans. Et en fait, je crois que ce que je faisais, c'était d'essayer de disparaître en allant dans ces tunnels. Christopher a parlé du fait que les gens pouvaient venir à New York pour se réinventer. Je pense qu'on peut aussi y venir pour disparaître. And I think it's that this form of disappearance is exactly what the novelist wants to do. Even more so than the average citizen. The novelist needs to disappear from herself or from himself. Hallelujah. Et je crois que cette forme de disparition, c'est exactement ce que recherche un romancier, en fait, plus que n'importe qui d'autre, cette façon, en fait, de disparaître à soi-même. But what interests me about this now too is if this is a white man's problem. And I wonder about this sometimes, that as a man of privilege, middle age, coming from relative privilege and living in New York, my ability to disappear and to become other, quote unquote, or to investigate what it means to be other, is that something that belongs primarily to the white male novelist or not? I would argue against it, but I would love to hear
what the other guys would have to say about the notion that we go there to disappear because maybe there's not as many stories at home. Certainly not for me. I had the worst childhood that a writer can have. I had a happy childhood. So I think maybe I went to New York to disappear and to investigate what it meant not to be myself and to live in the adventure of that sort of otherness. Une autre chose qui m'a intéressée plus tard, qui me semble importante, c'est de se demander si cette volonté de disparaître, c'est pas un problème d'homme blanc. Je me demande parfois si, moi qui suis un homme blanc, privilégié plutôt, qui vit à New York, rechercher cette disparition, cette capacité qu'on a aussi à essayer de devenir autre, à s'aventurer là-dedans, à faire l'expérience de l'altérité, c'est pas finalement quelque chose qu'on fait quand on est un romancier, un homme, et qu'on est blanc. J'aurais tendance à dire non, mais j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les autres. Je pense quand même qu'il y a quelque chose dans cette volonté de disparaître du romancier blanc qui vient du fait qu'on n'a peut-être pas tant d'histoires qui nous appartiennent à nous au départ. En tout cas, c'est mon cas. J'ai eu la pire enfance possible pour un écrivain. J'ai eu une enfance heureuse. Et je suis venue à New York pour rechercher cette façon de disparaître, pour ne pas être moi, quelque part, et pour vivre cette aventure de l'altérité, de devenir autre. Could I just respond to that? I was really taken with the first time this disappearing idea came up, which is the moment that Colm described. You said, this is the true wilderness. I think you said nobody knows who I am. And I was reminded of a scene in my book where the character comes to the city and steps off the bus. And he's thinking about this John Dos Passos line, which is, mostly America was the people. And he thinks mostly New York was the people. And he's, like goes on. It's like, black people, white people, tall people, fat people, thin people. And then he has this feeling as he steps out of the Port Authority bus station, where it is still, by the way, 1977, even now. And he thinks I've become like dissolved in the crowd. But he's a Southerner who is black and gay. And so rather than trying to escape from the oppression of an unhappy childhood, and I imagine that has a very particular meaning in Ireland, like an unhappy Irish, like a happy Irish childhood is. Very unusual. But for him, it's an escape from the pressure of constantly being seen and being singled out and sort of wearing on his body this otherness, because all of a sudden everybody's an other and you're just one other among others. This was an imaginative leap for me, not being a gay black man, but I imagine there might be a kind of salvation in the disappearance for someone who feels oppressed that parallels the liberation of disappearing when you are privileged. Si vous voulez bien que je réponde, j'ai été très étonné la première fois qu'on m'a parlé de cette question de disparaître. Je pense que, d'une certaine manière, ce qui est agréable à New York, c'est que c'est ça, la véritable vie sauvage, dans le sens où personne ne sait qui je suis. Et ça me fait penser à l'une des scènes de mon roman où l'un des personnages principaux descend du bus et il pense à cette citation qui dit « Les États-Unis, c'est le peuple ». Et New York, c'est aussi ça, c'est le peuple avant tout. Que ce soit des personnes grosses, minces, des blancs, des noirs, des hommes, des femmes. Et donc, lorsqu'il quitte le bus, il se rend compte qu'il peut se fondre dans la foule, disparaître dans la foule. Sauf que lui, il faut savoir qu'il vient du Sud, qu'il est homosexuel et qu'il est noir. Et d'une certaine manière, lui, donc, il essaye d'échapper à une enfance qui a sans doute été malheureuse, car là où il vivait, il était pointé du doigt en raison de son apparence physique. Alors que là, à New York, ce n'est qu'une personne parmi tant d'autres. C'est un inconnu parmi tant d'autres. Alors moi, j'ai dû l'imaginer, bien entendu, ce qu'il ressentait, car je ne suis pas noir, je ne suis pas gay. Je pense que pour lui, c'est peut-être un salut d'une certaine manière. New York, c'est un endroit où les personnes opprimées peuvent se rendre pour disparaître. Just to speak for the gay experience, I do think that it is different if you are from any sort of minority, because I think I came to New York, if you think about it, like in a way because of desire.
And the desire was bigger than that, but clearly it was also a way to protect myself and to disappear in one way, but reappear in another way. And I think about the early jobs I had in, the late 90s, early 2000s, and these were cultural jobs, and they were also safe havens. Manhattan was a safe haven for people who were trans or gay. I mean, these people could actually work somewhere and not just in the sex industry, I mean, it was kind of a miracle that a lot of these people came together and could find employment in a city and safety in a city. I mean, obviously that's changed, and thank God the rights have been established, but I think that, yeah, New York did have that special place, that special lens for people to still, make new families. That was actually the beauty, I think, of New York for a long time, was the ability to recreate your family life, but with people as weird as you were. Of course, it led you to be like endlessly a child for your entire existence, and it's another beauty of New York, is you can be a kid forever. Pour parler de l'expérience d'être gay, c'est vrai que quand on représente une minorité, quelque part, on cherche à se protéger. Et ce qui m'a amené à New York au départ, c'était à la fois le désir de me protéger, de disparaître et puis de réapparaître autrement. Il faut aussi dire que dans la fin des années 80, le début des années 90, Manhattan, pour les gens comme moi, c'était un havre de paix. On y trouvait un travail dans un bureau, un travail sans danger physique et sans pour autant avoir besoin d'aller travailler dans un sex shop. C'était un travail reconnu, un travail bien payé et sûr. Alors heureusement, ça a un petit peu changé maintenant. Mais New York, à l'époque, avait vraiment cet attrait. C'était l'endroit où on venait pour disparaître, réapparaître, se recréer autrement et recréer autour de soi sa propre famille, une famille de gens aussi bizarres que nous, et une famille dans laquelle on pouvait rester enfant à jamais. Il y avait aussi cet attrait de l'infantilisation qui attirait à New York. Je voudrais terminer sur New York et ses romanciers, aujourd'hui, 15 ans après le 11 septembre. Et puisque tu parlais tout à l'heure, c'était très chic, on a eu des anecdotes sur les revues, les cocktails, les soirées. Je me permets une petite anecdote, parce que tu dois peut-être t'en souvenir, nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Manhattan en 2002, un an après le 11 septembre. Et à cette époque, j'ai eu la chance de pouvoir passer quelques temps avec quelqu'un qui est mon idole et mon modèle en termes journalistiques, qui s'appelle George Plimpton, qui dirigeait The Paris Review depuis 1952. Et je me souviens, à l'été 2002, d'une soirée aussi, organisée par The Paris Review, chez George Plimpton, où il y avait Norman Mailer, Tom Wolfe, Bill Styron, Cynthia Ozick, Paul Auster, Don DeLillo, James Salter et Peter Mattison. Tout le monde complètement ivre. C'est pas faux. Mais à l'époque, en plaisantant, Plimpton m'avait dit « Oh, tu sais, à Manhattan, tu trouveras plus de romanciers que de lecteurs. » Bon, ma question est la suivante. 15 ans plus tard, est-ce que pour vous, la jeune scène new-yorkaise des écrivains, il vous arrive de vous retrouver, pas forcément bourrés, mais tous ensemble, dans ce genre d'occasion, dans ce genre d'endroit où vous pouvez parler de littérature, où vous pouvez échanger sur ce qu'est être un écrivain, ou est-ce que it's gone, est-ce que c'est fini? Les Manhattan People d'aujourd'hui, c'est des écrivains encore? Chris? I think that most of my personal friends are visual artists more than writers, but I do have writers that I hang out with. I wish I could say it was this more intellectual and less just drinking, but sometimes those go hand in hand. But yeah, I feel, what's weird to me about New York is that I was there on 9/11. Of course, I was living in this city, and now 15 years later, the population turns over so fast that, especially, in most neighborhoods, that so many people in New York were actually not there on 9/11. And I wonder often where all those friends I had then went, which shows what a bad friend I am over time, but because I lost touch. But, I think that New York isn't just something that other people are fantasizing about. I think that New York actually changes so drastically and so rapidly, even the population turnover, that no one really owns the city at all. And all three of us own it equally. We all own New York as equally as Fran Lebowitz owns it, or Jay McInerney. There is no
one author there. So that, it's infinitely possible to tell 8 million stories in New York because there is no one New York, working. There's no in operation. It's kind of an amazing place that can have endless backdrops. Alors moi, dans mon cercle, je rencontre essentiellement des artistes visuels, des créatifs. J'aimerais pouvoir dire que nos réunions sont très intellectuelles plutôt que tourner autour de la boisson, mais bon, il faut un petit peu de tout. Ce qui est étrange avec New York, c'est qu'en fait, New York est protéiforme, multiforme. En 2001, j'étais à New York, mais tout a tellement changé depuis que finalement, les gens que je connaissais à New York en 2001, la plupart n'y sont plus. Alors peut-être que ça montre que je ne suis pas très très bon pour rester en contact avec mes amis, mais ça montre aussi que l'idée même d'un New York stabilisé, c'est une fantaisie, c'est une chimère, c'est une machine vivante que je possède, que Callum possède, que nous possédons tous, que Jay McInerney possède. Tout y est possible. Il y a 8 millions d'histoires qui attendent d'être écrites à New York parce que on la possède tous un petit peu et à la fois elle n'appartient à personne. For me, I think New York can be very destructive for writers once writing moves from being a vocation to being a career. I came from a punk scene wherein the value of what you're doing wasn't like what party you're getting invited to or which person who's going to be on page 6 you're drinking with, but was about what you were making. And being an outsider, going into the tunnels, being a nobody, but being in the garret, with Balzac, is essential. And I think proximity to the marketplace, it can be very toxic. And I'm still like I'm like a baby, I'm like a newborn with no defenses. So I'm still trying to like figure all this out. But as much as I like the idea of being a fly on the wall at George Plimpton's house, I'm not sure I personally would psychically survive drinks with, or physically survive for that matter, drinks with William Styron. Fortunately, Jim Harrison wasn't present. Peut être une ville extrêmement destructrice pour un romancier, surtout lorsque vous passez d'une vocation à une carrière. Personnellement, je viens de la scène punk et nos valeurs étaient les suivantes. Ce qui importait, c'était ce que vous produisiez, ce n'était pas les fêtes auxquelles vous étiez invité ou les personnes que vous pouviez fréquenter. Je pense que c'est très important à la Balzac d'essayer de toujours être un outsider, de s'aventurer dans les tunnels du métro, d'essayer de disparaître dans la foule, car je pense que la proximité avec tout le monde plus carriériste peut être très délétère. Personnellement, je suis un nourrisson encore sans défense, je ne sais pas encore trop bien comment je vais m'y prendre. L'idée d'être une mouche sur le mur, je ne sais pas trop, mais je ne sais pas si physiquement même je pourrais survivre une soirée de débauche avec William Styron. Et je pense que lui non plus ne survivrait pas, à vrai dire. I don't know. I don't think there is a scene in New York anymore. Having seen a little bit of the scene back in the Lion's Head in the 80s, I got a glimpse at a pub called the Lion's Head and some of the things that were going on. And having known sort of Jim Harrison's generation and so on, maybe it's because I'm an old fart now myself, but I do get to hang out with my students, and I don't see a literary scene in New York. As Garth says, or suggested, I don't know whether this is a good thing or a bad thing, not yet. But the bad thing about it is it points to the notion that nobody really gives a shit anymore about who the writer happens to be. And she or he then has to work from a reckless inner need. There was a time, certainly when Mailer was shouting, when Plimpton was shouting, when Steinbeck was shouting, when Dreiser was shouting, when all these others were shouting, that people feared the idea of the writer in the United States, and also in Ireland, in fact. The position of the writer
nowadays is much more tenuous, which leads to this recklessness that interests me, that maybe they're doing better work, more ambitious work. I see a lot of young writers, and a lot of writers here at this festival, whose work I admire enormously. They're not really part of a scene. The only time we get to meet each other is when we come to France. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de scène littéraire à New York. J'ai eu un aperçu dans les années 80 de la scène littéraire qui pouvait se réunir au pub le Lion's Head. J'ai connu aussi la génération de Jim Harrison. Ça fait peut-être de moi un vieux con de dire ça, mais je traîne quand même avec mes étudiants et je ne les vois pas appartenir à une scène littéraire, à une jeune scène littéraire new-yorkaise. Après, comme disait Garth, je ne sais pas si c'est quelque chose de bon ou de mauvais. Peut-être le mauvais aspect, c'est que ça dit quelque chose de notre époque, qui est que tout le monde se fiche bien de savoir qui est l'écrivain, elle ou lui. Il n'y a plus de figure de l'écrivain comme il y en avait à l'époque de Norman Mailer, de Plimpton, de Steinbeck, etc., ou comme il y a pu en avoir aussi en Irlande. D'ailleurs, la place, la fonction, la figure de l'auteur, et c'est beaucoup amenuisé, a beaucoup disparu. Après, peut-être aussi que finalement, les écrivains, du coup, doivent travailler plus dur et travaillent peut-être encore mieux. Il y a énormément d'ambition dans cette génération de jeunes écrivains que je côtoie. Il y en a beaucoup ici dans le festival de jeunes écrivains que j'admire énormément pour l'ambition de leur travail. Mais on ne se retrouve pas en fait dans une scène littéraire new-yorkaise. Il faut qu'on vienne ici en France pour avoir l'occasion de passer du temps ensemble. Voilà. And just very briefly, I take myself out of this equation. But on this stage, I think you have better novels about New York than were written in the early 70s or in the late 60s or 1980s, the so-called golden era. The question is, does anybody give a shit? Là, je me sors de l'équation de ce que je suis en train de dire, mais je crois qu'en fait, sur cette scène, vous avez des gens qui présentent des meilleurs romans que ce qui a pu être écrit dans les années 60, 70, l'âge d'or tel qu'il était présenté. La vraie question, c'est est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre de ces nouveaux romans ? Je crois que la réponse est donnée ici avec vous qui assistez en nombre à ce festival. Merci beaucoup. Christopher Bollen, Garth Risk-Alberg, Carla McCann, que vous retrouvez bien évidemment sur leur stand. Et les livreurs et les interprètes qui nous ont permis d'écouter les romans. Merci, bonne continuation, bonne suite de festival.